Le bruit des roulettes de sa valise qui rebondissait dans le couloir a été plus violent que je ne l'imaginais. Chaque choc résonnait comme un compte à rebours auquel je n'avais pas consenti. J'étais debout dans la cuisine, tenant mon café comme si c'était une encre, la regardant partir comme si j'étais invisible. Elle n'a même pas sourcillé quand j'ai demandé « Tu es sûr de ça ?» Pas d'hésitation, pas de culpabilité, juste un bof. C'est seulement une semaine à Key West avec Steve. Puis, elle a marqué une pause, m'a adressé ce sourire narquois qui me donnait la chair de poulet et a ajouté « Ne fais pas cette tête. » Ce n'est pas comme si on était amoureux. Puis, elle s'est tournée à moitié vers la porte et a lâché la phrase qui a brisé quelque chose en moi, net. Les vrais hommes ne se lamentent pas. La porte d'entrée a claqué avant que je puisse cligner des yeux. Je n'ai pas dit un mot, je n'ai pas crié, je n'ai pas supplié, je suis resté là avec cette tasse à la main pendant que la chaleur de la céramique me brûlait la paume. Je n'avais plus entendu parler de Steve depuis 1986, et maintenant, c'est le copain de plage avec lequel ma femme s'envole pour renouer. Sympa. C'est à ce moment précis, absurdement domestique, étrangement silencieux, que quelque chose dans ma tête a basculé comme un interrupteur rouillé qui se met enfin en position. Que les choses soient claires, j'ai 64 ans, ingénieur de la marine à la retraite. Je ne suis pas du genre à faire des drames. Je ne publie pas de citations vagues en ligne ou à pleurer dans les jupes de mes amis. Mais j'ai du temps, de la discipline et 26 ans d'expérience à vivre avec une femme qui pense que je ne sais pas lire entre les lignes. J'ai versé le reste du café dans l'évier. Je n'allais plus en avoir besoin. Elle croit que c'est un jeu, une démonstration de force, une pause pour me faire paniquer et prouver ma valeur. Elle croit que je vais rester assis ici, à macérer dans la honte, et attendre qu'elle revienne bronzée et avec une valise pleine de commentaires passifs-agressifs. Elle ne me connaît pas du tout. La première chose que j'ai faite, c'est d'ouvrir le coffre-fort, pas pour pleurer sur des souvenirs ou sentir la dernière carte d'anniversaire qu'elle m'avait donnée. J'ai sorti nos papiers de mariage, des relevés bancaires, ce contrat prénuptial jauni et poussiéreux qu'elle pensait que j'avais oublié. Elle n'a jamais demandé ce que je faisais les jours où je ne pêchais pas ou ne voyais pas les copains, c'était sa première erreur. Maintenant, écoutez, je vais partager cette histoire pour une raison. Pas pour la pitié, pas pour les applaudissements, mais parce que je sais que certains d'entre vous sont debout dans une cuisine en ce moment même, tout comme moi, réalisant que votre mariage ne tient que parce que vous le soutenez. Et encore une chose, si vous êtes le genre d'homme qui accorde plus d'importance à la dignité qu'au désastre, vous n'êtes pas seul. Au fait, 98% des personnes qui regardent ces histoires ne s'abonnent jamais. Si vous en faites partie, il faut 2 secondes pour cliquer sur ce bouton, et cela signifie bien plus que vous ne le pensez. Cela permet à cette équipe de continuer à fonctionner. Revenons à l'histoire. J'ai passé l'heure suivante à me promener dans la maison. Pas comme un mari, mais comme un auditeur. J'ai remarqué ce qui était à moi, ce qui était à nous, et ce qui avait toujours été à elle, peu importe le nombre d'anniversaires où elle a tagué mon nom. L'œuvre d'art au-dessus de la cheminée. À elle. Cette ridicule chaise berçante sculptée à la main dans la véranda. Je n'ai jamais été autorisé à m'asseoir dans la sienne. La chambre d'amis remplie de ses affaires de yoga et de livres d'inspiration non ouverts. Tout à elle. Vous voyez, Karen n'a jamais été désordonnée. Sa trahison était propre, nette, calculée, ce qui signifiait que ma vengeance devait être encore plus propre. À midi, j'avais vidé la moitié de son côté du placard. Pas avec colère, avec intention, comme si je me préparais à une opération chirurgicale. J'ai gardé la photo de mariage sur la commode. Je voulais qu'elle soit là comme une photo de scène de crime épinglée au-dessus du bureau d'un détective. La preuve d'une époque où j'ai joué le jeu. La preuve de mon propre aveuglement. Je me souviens m'être assis sur le bord du lit ce soir-là. La maison était vide, à l'exception du bourdonnement du vieux ventilateur de plafond, et je me suis dit que cette fois, elle ne reviendrait pas dans la même maison. Elle reviendrait aux conditions d'un étranger et Steve. Oh, Steve allait avoir une conversation très intéressante bientôt. J'ai ouvert le coffre-fort non pas comme un homme trahi, mais comme un homme qui examine des plans avant une démolition. La serrure s'est ouverte avec un clic satisfaisant. Et à l'intérieur, soigneusement empilé, se trouvait l'anatomie d'un mariage qui saignait tranquillement depuis des années. En haut, notre certificat de mariage. En dessous, les documents de ma pension de la marine. Ensuite, il y avait la vraie mine d'or, les titres de propriété, les certificats d'immatriculation des 2 véhicules,
les résumés des comptes bancaires et une enveloppe en papier manie avec une tache de café dans le coin supérieur. Cette enveloppe, le contrat prénuptial signé en 97, notarié, et jusqu'à ce moment, complètement oublié par la femme qui pensait que les justes hommes ne se lamentent pas, allait mettre fin à la conversation. J'ai étalé le tout sur la table de la salle à manger comme un technicien scientifique sur une scène de crime. Karen a toujours sous-estimé à quel point je pouvais être précis. 26 ans à être l'ingénieur ennuyeux l'avait endormi en lui faisant croire que je ne remarquais pas les petites choses. Elle disait que j'étais obsédé par l'ordre. Non, Karen. J'ai été formé pour voir les motifs. D'abord, les relevés bancaires, 2 comptes courants conjoints, mais ces reçus Amazon Prime ne correspondaient pas au flux mensuel. Alors, d'où venaient les autres dépenses, puis les factures de carte de crédit? Je les ai croisées avec les dates de ces anciennes photos et ces légendes énigmatiques. Sorti ma Little Sunny Soul Unit avec un emoji de visage souriant. Celle-là était taguée à Bossaraton. La même semaine, 1742 $ ont été débités dans un hôtel de charme dont je n'avais jamais entendu parler. Sur une carte sur laquelle je n'étais pas listé, elle avait ouvert un compte séparé au printemps dernier. Pas en secret, juste pas là où elle pensait que je regarderais. Wells Fargo, son nom de jeune fille, lié à un paiement de consultation provenant de quelqu'un appelé S. Agramont. Steve. J'ai senti un étrange calme m'envahir. Pas de rage, pas de chagrin, plutôt une clarté qui s'aiguisait en l'âme. Ensuite, il y a eu les biens. La maison au nom des deux, mais je l'ai achetée avant notre mariage. Un détail qu'elle a toujours essayé de brouiller quand on en parlait lors de soirées. Le titre de propriété disait le contraire. Je l'ai entourée en rouge. Les voitures, la mienne payée en totalité. La sienne en location. Les meubles, pour la plupart les siens, ringards et tape à accent grave-l'œil, comme la voix qu'elle utilisait quand elle voulait que les gens pensent que nous étions un couple parfait. J'ai fait une colonne intitulée Eudonnable. Mais le meilleur, c'était le contrat prénuptial. Elle avait insisté pour l'avoir à l'époque, juste par sécurité. Ironiquement, il stipulait clairement que l'infidélité annulait les droits à une pension alimentaire. J'ai lu cette ligne 2 fois, je l'ai soulignée et j'ai ri. Ensuite, il y a eu les tiroirs oubliés. Il y avait une boîte en velours que Karen avait cachée à l'intérieur du coffre-fort, une que je n'avais jamais remarquée. À l'intérieur, une paire de boucles d'oreilles en argent et un mot écrit de la main de quelqu'un d'autre. À la fille qui n'a jamais changé. De jolis souvenirs de son amour de lycée, rangés à côté de nos papiers de mariage. À minuit, j'avais 3 dossiers. Un pour l'avocat, un pour moi, un étiqueté et Karen pour ses archives. Pas parce que j'étais généreux, mais parce que je voulais qu'elle sache à quel point je savais déjà. Je voulais qu'elle ouvre ce dossier et qu'elle réalise que ce n'était pas une réaction émotionnelle. C'était un audit. Elle aimait citer des absurdités vagues sur la manifestation de la paix. Eh bien, je manifestais aussi, page après page. Quand j'ai éteint les lumières, le coffre-fort était vide. Mais mon plan ne faisait que commencer. Le lendemain matin, je me suis réveillé dans un silence si aigu qu'il pouvait fendre le bois. Plus de Karen qui piétinait dans le couloir avec ses pantoufles jamais lavées. Plus de mixeur rugissant à 7h30 pour sa détox Green Gourd. Juste le ventilateur de plafond qui tic-tavait comme un métronome rythmant le temps de l'homme que j'étais. J'ai ouvert le placard et j'ai contemplé le champ de bataille. Son côté était un chaos de chemisiers soyeux qu'elle ne portait jamais. Des talons dont elle jurait avoir besoin et ses sacs à main hors de prix dont elle disait qu'ils étaient des investissements. Un par un, j'ai tout descendu. Pas par rage, mais par efficacité. Je n'ai rien plié, j'ai tout emballé, j'ai appelé un refuge local pour femmes et je leur ai dit que j'avais 3 grands sacs poubelles de vêtements de marque à peine portés. Ils ont demandé pourquoi je les donnais. J'ai dit parce qu'elle ne reviendra pas et si elle revient, elle ne reconnaîtra pas cet endroit. Son parfum persistait dans les tissus. Ce parfum poudré qu'elle portait même au lit. J'ai laissé la porte du placard ouverte quand j'ai eu fini. Il faut laisser l'air circuler. En partie pour que je puisse le regarder se vider comme une blessure qui guérit. Ensuite, j'ai parcouru la maison avec un bloc-notes jaune à la main. Chaque article a reçu une coche ou une croix. Son fauteuil c'est en cuir préféré, celui qu'elle m'avait fait déplacer 3 fois. Parce qu'il ne vibrait pas avec la pièce. Disparu. Donné à Habitat pour l'humanité. Le petit figuier lyre qu'elle arrosait comme s'il était un premier-né. Je l'ai sorti du pot en céramique et je l'ai jeté dans le compost. J'ai replanté le pot avec un cactus.
Je n'ai même pas pris la peine d'enlever la terre. La lampe de celle de l'Himalaya, celle dont elle jurait qu'elle l'aidait à se recentrer. Jetée à la poubelle comme du lait périmé. Il ne s'agissait pas seulement de libérer de l'espace. Il s'agissait de le récupérer. Chaque coin que je balayais, chaque bougie que j'emballais, chaque citation encadrée qu'elle achetait dans ses boutiques d'articles pour la maison sans âme sur Instagram, tout cela devenait une brique dans la nouvelle fondation. Cet après-midi-là, j'ai annulé la dernière carte de crédit conjointe. La femme au téléphone a hésité. « Êtes-vous sûr, monsieur Despanais ? Il semble que ce compte ait un historique d'utilisation important. » Exactement. Clic à 17h14, elle a publié une autre photo de Key West. Cheveux ébouriffés par le vent, lunettes de soleil surdimensionnées, un verre de vin tenu d'une certaine manière. Légende, certaines choses ne sont pas faites pour être enfermées. Oh, j'étais d'accord. Certaines choses ne sont pas faites non plus pour revenir. J'ai regardé le camion de chargement reculer dans notre allée 1 heure plus tard. Le chauffeur était un jeune homme nommé Ben qui a dit « C'est du beau matériel, ça. » Quelqu'un qui emménage ou qui déménage. Qui déménage, ai-je dit. Et elle ne le sait pas encore. Il a ri. Je ne savais pas. Lui et son équipe ont emporté ces meubles comme s'il s'agissait de courriers indésirables. La tête de lit capitonnée disparue. La coiffeuse à miroir dont elle ne pouvait pas se passer. Par la porte. Je lui ai donné un double pourboire. Je lui ai dit de s'assurer que tout finisse au centre de don avant la nuit. Je n'ai pas pris la peine de photographier les pièces vides. Je n'avais pas besoin de se souvenir. La maison était déjà différente. Les échos rebondissaient différemment. J'ai allumé un cigare ce soir-là sur le porche arrière, ce qu'elle ne m'avait jamais permis de faire. J'ai regardé le ciel devenir orange et j'ai écouté le vent murmurer à travers les moustiquaires. Il restait du travail à faire, mais le message devenait clair. Pas seulement pour elle, elle ne l'avait pas encore vu, mais pour moi, je n'étais plus l'homme qui buvait du café, confus et acculé. J'étais celui qui débarrassait la scène, pour que la vraie performance puisse commencer. Le bureau se trouvait dans un bâtiment de briques restauré juste à côté de Market Street, calme, professionnel, avec des fenêtres qui laissaient le soleil de l'après-midi faire l'essentiel de la conversation. Pas de signalisation voyante, pas de lettre dorée criant un divorce, seulement une petite plaque près de la porte qui indiquait droit de la famille O'Connell. C'était suffisant. À l'intérieur, l'air sentait l'expresso et le produit de polissage pour plancher parfumé au pain. La réceptionniste m'a offert de l'eau. J'ai refusé. Mes mains étaient pleines de preuves avec intention. L'avocate est sortie de son bureau 1 minute plus tard. Début de la quarantaine, blazer marine, pas de bêtises. Elle avait l'air du genre de femme qui envoie des courriels qui gâchent les fins de semaine. Monsieur Despanais, Michael. Elle a tendu la main. Rachel, commençons. Je l'aimais déjà. Dans son bureau, j'ai ouvert le dossier noir que j'avais préparé. Pas de musique dramatique, pas de monologue, juste une série de papiers propres. Contrat de mariage signé et notarié. Impression d'écran de compte conjoint avec les retraits encerclés en rouge. Relevé bancaire de son compte secret sous son nom de jeune fille. Capture d'écran de publication publique, horodatage, géolocalisation et les commentaires qui racontaient des histoires qu'elle pensait que personne ne prendrait la peine de lire. Je les ai fait glisser sur la table. Elle les a examinés comme un chirurgien examinant un scanner. Est-ce qu'elle conteste déjà quelque chose? Elle ne sait pas qu'elle a déjà perdu, a souri Rachel. Juste assez pour révéler une faussette. Faisons en sorte que ce soit propre et rapide. Elle a demandé si je voulais signifier les documents maintenant ou la laisser se tordre au vent un peu plus longtemps. Retardez ça. Je suis en train de mettre quelques pièces de plus en place. Elle a hoché la tête une fois. Séparation stratégique, donc. Je vais préparer le gel des avoirs et la demande de résidence. Quand elle reviendra, elle aura l'impression de rentrer dans une maison qui ne reconnaît pas son nom. J'ai quitté son bureau plus léger, mais pas dans le sens cathartique dont les gens parlent. Ce n'était pas une guérison. C'était une préparation. J'étais à mi-chemin du camion quand mon téléphone a vibré. Notification Instagram. Karen avait publié à nouveau. Cette fois, une photo de ses pieds dans le sable, un mojito à la main, Léo. Angle des pieds fraîchement vernis. Légende, quand on lâche prise, on a le vertige. L'ironie aurait pu tuer l'homme moindre.
Elle n'avait aucune idée de combien elle allait grandir. Hors de la maison, hors de mes finances, hors du rôle qu'elle pensait pouvoir continuer à jouer pendant que je restais en arrière-plan, tenant la lampe de poche comme une sorte d'homme à tout faire émotionnel. Je me suis arrêté chez le serrurier ensuite. J'ai choisi un nouveau jeu de serrure. Numérique, programmable, inviolable, a-t-il dit. Vous vous attendez à des ennuis? Non, ai-je dit. Je m'assure qu'elle ne pense pas qu'elle peut rentrer. Ce soir-là, j'ai déplacé les dossiers dans la boîte ignifugée du garage, j'ai doublé vérifié les sauvegardes numériques, j'ai mis à jour mon testament. Je ne me précipitais pas. Je ne paniquais pas. Je construisais une machine. Et bientôt, elle allait y entrer de plein fouet. Une étape à la fois. Et l'étape suivante, une visite tranquille à quelqu'un que j'avais l'intention de rencontrer depuis des années. Quelqu'un qui détestait probablement Steve encore plus que moi. Le trajet a duré 45 minutes. Je n'ai pas mis de musique à fond. Je n'ai pas répété ce que je dirais. J'ai juste laissé le ronronnement des pneus fonctionner comme un métronome pendant que mes pensées s'alignaient. Son quartier était le genre de perfection suburbaine que Karen avait toujours ridiculisé. Des pelouses soignées, des boîtes aux lettres avec de fausses décorations de lierre et des carillons éoliens qui sonnaient elles. Comme s'ils avaient quelque chose à prouver. Je me suis garé devant une maison beige à 2 étages avec un porche bien entretenu et un panneau de bienvenue en céramique qui n'avait sûrement pas été remis à neuf depuis des années. La sonnette était un carillon doux, pas le bourdonnement agressif auquel je m'attendais. Quelques secondes plus tard, elle s'est ouverte. Elle ressemblait exactement à ce que j'imaginais. Début de la cinquantaine, posée, portant un cardigan gris ardoise et des boucles d'oreilles en perles. Rien d'ostentatoire chez elle, juste une précision tranquille. Le genre de femme qui ne se contente pas de dépoussiérer les plaintes, mais qui fait pivoter les couverts dans le tiroir tous les 3 mois. Elle a légèrement incliné la tête. « Puis-je vous aider ?»« Oui, ai-je dit. Je m'appelle Michael Despanais. Je crois que nos conjoints ont quelque chose en commun. » Son expression n'a pas changé tout de suite. Elle a juste cligné des yeux une fois. Puis, encore, Steve, a-t-elle demandé. J'ai acquiescé. Le coin de sa bouche a tressailli. Pas un sourire. Pas encore. Plutôt le début de quelque chose qui dégèle. Entrez, a-t-elle dit, en s'écartant. J'attendais ça. Son salon sentait le café frais et le vernis à bois à la lavande. Il y avait des aquarelles encadrées sur le mur, une bibliothèque rangée par auteur, et pas un seul coussin déplacé. Une femme qui avait bâti sa vie pour survivre au chaos. Je respectais ça. Elle a fait un geste vers le canapé. Vous êtes le mari. Samedi, Karen et moi serons mariés depuis 26 ans. Elle a acquiescé lentement. Steve et moi avons dépassé les 15 ans l'automne dernier. Vous êtes ici pour rager ou pour élaborer une stratégie? J'ai failli rire. Stratégie maintenant. Elle a souri. Une courbe serrée et connaisseuse. Je suis Dana, a-t-elle dit. Et Steve est négligent depuis des années. Mais votre femme? C'est une nouvelle saveur. Elle a versé du café sans demander, me l'a tendu, puis s'est dirigée vers la cheminée et a ramassé une petite boîte en bois, là ouverte. À l'intérieur, il y avait des photographies, de vieux Polaroids, quelques tirages, quelques captures d'écran de téléphone. Toutes les femmes qu'il a jamais dites n'être que des amies, a-t-elle dit. Karen a commencé à apparaître il y a 1 an. Il a essayé de le cacher. Il essaie toujours, mais je connais la cadence, ses tics, ses rythmes. Je me suis penché en avant. Vous avez tenu des registres. Elle a acquiescé. Bien sûr, je ne suis pas du genre à crier. Je suis du genre patient. Nous avons passé les 40 minutes suivantes à établir des chronologies comme une opération militaire, les eurodatages des réseaux sociaux de Karen, les voyages de consultation de Steve, les retraits bancaires, les SMS que Dana a interceptés, les reçus qu'elle a sortis de son portefeuille pendant qu'il se douchait. Tout était là. Pas seulement la preuve de la liaison, mais le schéma. Je n'essaie pas de la ruiner, ai-je dit. J'essaie de la retirer. Tranquillement, définitivement. Dana a remué son café lentement. Alors, nous étions en accord. Elle s'est levée et a quitté la pièce. Est revenue en tenant un dossier avec son nom en relief sur la couverture. À l'intérieur, un formulaire de procuration résidentielle temporaire, notarié. Je devrais rester chez vous pendant au moins 30 jours pour établir une position juridique, a-t-elle dit.
J'ai déjà parlé à un avocat. Je suis net. Pas de casier judiciaire, pas de passif financier. Si elle essaie de revenir de force, je suis une résidente légale. Je l'ai regardé un moment. Vous faites ça? Dana m'a regardé droit dans les yeux. Cet homme a fait de moi un fantôme. Je suis prête à être la hantise. Nous nous sommes serrés la main. Pas de vœux dramatiques, pas de discours, juste un accord entre deux personnes qui s'étaient fait rouler dessus par le même bus. Des roues différentes. Au moment où j'ai quitté sa maison, le soleil était bas. Je ne me sentais pas en colère. Je me sentais armé. Pas avec des armes, avec un alignement. Elle était la seule variable que Karen n'avait pas vue venir. Et bientôt, elle se tiendrait à l'intérieur de la maison que Karen pensait être encore la sienne, à attendre. Lundi matin, la symphonie des perceuses et des bottes a commencé. J'avais tout programmé à leur près. 3 entrepreneurs échelonnés sur 2 jours, chacun avec un travail et aucune curiosité. Le premier a remplacé les serrures, pas seulement la porte d'entrée, tous les points d'entrée, le porche arrière, le garage, même la petite porte latérale inutile que Karen a toujours dit être charmante. Disparu. Remplacé par des serrures intelligentes, un accès par empreinte digitale et un code de dérogation principal que seul moi connaissais. Le deuxième a installé le système de sécurité, les détecteurs de mouvement, les caméras intérieures, pas parce que je m'attendais à ce qu'elle entre par effraction, mais parce que je voulais des preuves quand elle essaierait. Le troisième était un peintre qui terminait la chambre d'amis. Des tons neutres, une nouvelle literie, impeccable. Aucune trace du rose pâle que Karen avait insisté l'année dernière quand elle a dit que sa cousine pourrait venir. Cette pièce appartenait désormais à Dana. Elle a emménagé discrètement mardi soir. Une valise, un sac pour ordinateur portable et la concentration calme de quelqu'un qui a répété le moment dans sa tête pendant des mois. Pas de drame, pas d'hésitation. Elle a traversé la maison comme si c'était un échiquier, et elle connaissait déjà le dernier coup. Nous n'avons pas beaucoup parlé cette nuit-là. Nous n'en avions pas besoin. Je lui ai montré le code d'accès, le classeur dans le bureau avec lequel je gardais les documents, et la cafetière qu'elle pouvait utiliser. Elle a acquiescé à chaque chose comme un soldat à qui on montre son poste. La seule fois où elle a souri, c'est quand elle a ouvert le placard à linge et a vu les serviettes brodées de Karen manquantes. Ils font toujours monogramme les choses qu'ils pensent posséder, a-t-elle dit. Je l'ai laissé s'installer et je suis resté sur le porche, à regarder le quartier bourdonner comme si rien n'avait changé. Madame Glissé, la voisine, fait signe de ses hortensias. Vous faites un peu de réaménagement? Juste pour désencombrer, ai-je dit. Elle a souri et est retournée à la taille. C'était là toute la beauté de la chose. Tout avait l'air ordinaire de l'extérieur. Peinture fraîche, lumières améliorées. La voiture de Dana garée proprement dans l'allée comme n'importe quel invité. Mais à l'intérieur, l'équilibre avait changé. Chaque objet dans la maison avait désormais un but. Chaque tiroir a été vérifié. Chaque pièce a été réaffectée. J'ai déplacé mes affaires dans la chambre principale seule. Dana a pris la chambre d'amis. Nous ne faisions pas semblant. Ce n'était pas une mascarade. C'était légal, documenté, exécutoire. Ce soir-là, elle m'a remis une copie de l'affidavit de résidence. Signé, notarié, attesté par son propre avocat. Je suis officiellement résidente maintenant, a-t-elle dit. Si votre femme revient avant que le gel ne soit finalisé, elle devra passer par moi. J'ai levé mon verre de Bourbon à la vie stratégique. Elle a fait teinter sa tasse de thé contre la mienne pour une expulsion tactique. Nous n'avons pas ri. Nous n'en avions pas besoin. Vendredi, j'ai retiré le nom de Karen des services publics partagés, annulé ses abonnements, transmis son courrier à une boîte postale dont elle ignorait l'existence. Son nom s'évaporait lentement de la maison comme la fumée d'un feu qui s'était déjà éteint. Et le plus satisfaisant, c'est qu'elle était toujours à Key West, à télécharger des bêtises filtrées. La vraie paix vient quand on cesse de regarder en arrière. Vague d'eau. Parfois, une main vomit l'excuse. Soleil avec visage et boisson tropicale. Pendant ce temps, son billet de retour se rapprochait. Elle reviendrait dans une maison où ses clés ne marcheraient pas. Et une autre femme répondrait à la porte, mais pas. Une autre femme. Celle qui connaissait Steve mieux que Karen ne le connaîtrait jamais. Celle qui ne criait pas, ne pleurait pas, ne menaçait pas, celle qui venait juste d'emménager légalement et qui n'était pas près de repartir.
Elle est arrivée un mardi soir, dans cette humidité crépusculaire du sud qui rend tout plus lourd qu'il ne l'est. L'Uber s'est garé comme d'habitude, comme elle s'attendait à ce que l'allée soit toujours la sienne. Elle est descendue, portant des lunettes de soleil surdimensionnées, la peau marquée par le métal, traînant une valise qui semblait n'avoir jamais transporté un gramme de regret. Elle s'est arrêtée au bord du trottoir, a pris une profonde inspiration et a souri à la maison. Elle imaginait probablement que je serais à l'intérieur, arpentant la pièce, pleine de honte, prête à embrasser le sol qu'elle foulait. Peut-être même préparée à ramper, à supplier, ou, son fantasme préféré, à m'excuser. Au lieu de cela, elle fredonnait un air, Fleetwood Mac, bien sûr, et s'est dirigée vers le porche. Elle a fouillé dans son sac à main, a sorti ses clés et en a enfoncé une avec assurance dans la serrure. Un tour. Rien, encore. Rien. Elle s'est figée. A regardé la clé comme si elle était mauvaise. A essayé l'autre porte. Même résultat. Puis sont venus les coups. D'abord poli, puis irrité, puis carrément violent. Michael, ouvre cette fichue porte. Tu es sérieux là? Le fredonnement avait disparu. Après une longue minute, la serrure a cliqué de l'intérieur. La porte s'est entr'ouverte de 5 centimètres. Mais ce n'était pas moi qui étais là. C'était Dana. Calme, posée, habillée comme si elle sortait d'une réunion de club de lecture, pas d'un champ de bataille. Son expression était illisible, mais pas hostile, juste fatiguée. Karen a cligné des yeux, a reculé d'un pas. C'est quoi ce bordel? Dana a ouvert la porte en grand. Tu dois être Karen. Le visage de Karen s'est tordu, cette même confusion suffisante que j'avais vue tant de fois quand le monde ne tournait pas selon son bon vouloir. Où est mon mari? Dana lui a tendu une enveloppe Kraft impeccable. Il n'est pas là. Karen a baissé les yeux. En-tête juridique, son nom, numéro de dossier et un titre très clair, en gras, avis de transfert de résidence temporaire et de blocage contentieux. C'est quoi ce bordel? A-t-elle lancé? Dana s'est avancée sur le porche. Cela signifie que vous ne vivez pas ici pour le moment, et que vous êtes en infraction. Karen a ri. Ce rire strident et paniqué que les gens utilisent quand la réalité les frappe trop vite. Tu plaisantes. Tu ne peux pas juste. Si, je peux, a dit Dana, calme comme toujours. Je suis une résidente légale. Votre mari, bientôt votre ex, m'a accordé une occupation temporaire. Tout a été déposé. Vérifié. Attesté. La voix de Karen s'est brisée. Tu es la folle de Steve. N'est-ce pas? Dana n'a pas sourcillé. Pas folle, juste minutieuse. La lumière du porche s'est allumée automatiquement alors que le soleil disparaissait derrière les arbres. Karen a regardé autour d'elle comme si la maison elle-même l'avait trahie. Elle a aperçu le nouveau digicode, les pots de fleurs manquants, la balançoire vide. Son monde s'effondrait lentement et il n'avait même pas encore touché le sol. Je veux parler à Michael. Dana a fouillé dans sa poche et lui a tendu un mot plié, à l'extérieur, pour Karen. Karen l'a déplié avec des doigts tremblants. Il était écrit, Karen, tu as dit que les vrais hommes ne se plaignent pas. Bonne nouvelle, je ne l'ai pas fait. J'ai agi. Vérifie auprès de ton avocat et vérifie tes soldes de compte pendant que tu y es. Tu verras que tout ce que tu as laissé est exactement là où tu l'as laissé. Accepte ça. Le contrôle a disparu. La main de Karen est tombée le long de son corps. Le mot a voltigé sur le sol du porche. Dana a fait un petit pas en avant. Il y a un banc au bout de la rue si tu as besoin de passer des appels. Je le fais avant que le shérif n'arrive. Parce que si tu remets les pieds dans cette maison sans autorisation. Elle n'a pas fini sa phrase. Elle n'avait pas besoin. Karen a ramassé sa valise lentement, toujours abasourdie, toujours chancelante. La porte du porche s'est refermée derrière elle avec la finalité d'un verdict. Elle a regardé autour d'elle comme quelqu'un qui essaie de se réveiller d'un rêve. Mais le cauchemar était réel, et elle n'avait même pas encore vu le pire. Karen s'est assise sur le trottoir comme une veuve de guerre qui n'a pas encore accepté le télégramme. Sa valise s'est renversée à côté d'elle, à moitié ouverte, quelques articles de toilette s'éparpillant comme le contenu d'une identité brisée. Dana ne l'a pas suivie. Elle n'avait pas besoin. La porte était fermée, verrouillée, défendue, non par la violence,
mais par une structure juridique si froide et précise qu'elle aurait pu être en acier renforcé. Karen a sorti son téléphone avec les doigts agités de quelqu'un qui commence à réaliser qu'elle a mal calculé le champ de bataille. Elle a parcouru ses applications, en commençant, bien sûr, par le compte bancaire commun, celui qu'elle utilisait pour réserver des vols et des massages à Key West. Celui qui la faisait autrefois se sentir invincible. Erreur. Compte introuvable. Elle a cligné des yeux. A réessayé. Même résultat. Elle est passée au compte d'épargne. Pas d'accès. Autorisation insuffisante. Elle a ri. Un son rauque et sec qui n'atteignait pas ses yeux. Puis. Elle m'a appelé. Messagerie vocale. Ensuite, elle a essayé de se connecter à notre compte hypothécaire. Identifiants invalides. Puis son email a bipé de Michael Despanais. Objet, clarification. Message, Karen. Je ne t'ignore pas. Je donne simplement la priorité à la paix. Vérifie auprès de ton avocat avant d'aggraver quoi que ce soit. Cette propriété est soumise à un blocage contentieux. Cela inclut l'accès, l'occupation et les revendications financières. Ton nom a été légalement suspendu de toutes les participations conjointes en attendant la dissolution. Prends soin de toi. Sincèrement, monsieur, c'était le moment. Pas la porte verrouillée, pas le calme de Dana, pas même la purge des comptes bancaires. Cet email, son ton, a été plus dur que n'importe quelle insulte qu'elle aurait pu imaginer. Pas de rage, pas de supplication, juste une distance froide et irréfutable. Elle s'est levée brusquement, a failli tomber, a attrapé sa valise, la traînant par une poignée alors que les roues claquaient contre le trottoir comme des os sur le pavé. Ses lèvres bougeaient silencieusement alors qu'elle comptait des noms dans sa tête. Des amis, toutes ses copines avaient déjà pris parti dans le récit qu'elle avait inventé pendant les vacances à Margarita. Sa sœur en avait marre du drame. Steve. Oh, Steve était définitivement indisponible parce que Steve était sur le point de vivre son propre règlement de compte. Son esprit était en ébullition. Elle a ouvert Uber. Batterie à 9%. Course la plus proche dans 12 minutes. 12 minutes d'exil. Elle s'est rassise sur le trottoir, a vérifié son reflet sur l'écran du téléphone. Mascara baveux, brillant à lèvres fanées, le métal commençant déjà à s'écailler. Une femme qui pensait pouvoir transformer la trahison en autonomisation venait de découvrir à quoi ressemblait le vrai pouvoir. Et ce n'était pas un post Instagram filtré. C'était une feuille de calcul, un contrat de mariage, une déclaration sous serment notarié. Elle était partie en pensant avoir un avantage. Elle est revenue et a découvert qu'elle avait été auditée, éjectée et effacée efficacement. De l'autre côté de la rue, un voisin est sorti sur son porche avec un bol de céréales, a jeté un coup d'œil, puis est rentré sans faire signe. Même le quartier lui tournait le dos. Au moment où l'Uber s'est garé, elle était pâle sous son bronzage. Sa voix s'est brisée en donnant sa destination au chauffeur, la maison de son amie Becky. Si seulement Becky répondait encore. Alors que la voiture s'éloignait, la maison a disparu dans le rétroviseur. Et pour la première fois depuis longtemps, Karen n'était plus le centre de l'histoire. Elle n'était qu'un autre nom sur un formulaire qu'elle n'avait jamais pensé que quelqu'un lirait. J'ai choisi le café délibérément, pas un endroit caché, mais un coin fréquenté où les retraités s'attardent avec des mots croisés et donnent des pourboires excessifs au personnel. Connaissant tout le monde par son nom. C'était un terrain neutre, un territoire civil, un endroit où les explosions semblent pires pour celui qui crie. Elle est entrée rapidement, comme si elle avait un scénario en tête, les cheveux attachés comme en temps de guerre, des lunettes de soleil surdimensionnées, même par temps nuageux. Quand elle m'a repéré, elle les a arrachées d'un geste théâtral et a foncé vers ma table. « Tu es en train de tout gâcher », a-t-elle craché avant même de s'asseoir. Je n'ai pas bronché. J'ai pris une autre gorgée de mon expresso. Pas de sucre, pas de lait, comme la conversation que nous allions avoir. Je ne gâche rien, ai-je dit calmement. Je ne fais que mettre fin à ce que tu as commencé. Elle s'est jetée sur la chaise en face de moi et s'est penchée. Sa voix, un murmure aigu, a quand même fait se retourner les têtes. C'est humiliant, Michael. Dana, sérieusement, tu l'as laissé emménager. Soyons précis, ai-je dit. Je n'ai laissé personne faire quoi que ce soit. J'ai attribué des droits de résidence temporaire. C'est légal. Tu le saurais si tu avais appelé ton avocat. Sa bouche s'est ouverte, mais aucun son n'en est sorti.
Ses doigts tremblaient légèrement contre sa tasse de café, qu'elle n'avait même pas encore commandée. Tu as changé les serrures. Tu as coupé les cartes. Tu m'as exclu. Et pourtant, tu n'as eu aucun problème à m'exclure émotionnellement pendant des années. Je me suis légèrement penché. La différence, c'est que j'ai utilisé des papiers. Elle s'est redressée comme si je l'avais giflée. Les gens parlent. Michael, a-t-elle sifflé. Tu en as fait un spectacle. J'ai regardé autour de moi. Quelques regards sur nous. Pas beaucoup. Un barista faisant semblant de ne pas écouter. Non, Karen. Tu as fait un spectacle de notre mariage. Tout ce que j'ai fait, c'est introduire la réalité dans la chronologie. Elle s'est levée brusquement, les pieds de la chaise grinçante. Tu penses que c'est de la force? Gâcher ta vie par dépit. J'ai pris une dernière gorgée d'expresso. Je l'ai laissé reposer sur ma langue. Amère. Parfait. Les vrais hommes ne se lamentent pas, ai-je dit lentement, délibérément. C'est ce que tu m'as dit. Tu te souviens? Elle s'est figée. Les mots l'ont frappée plus fort qu'elle ne s'y attendait. J'ai posé la tasse vide, l'ai alignée soigneusement avec la soucoupe et je me suis levé. Tu es parti à la recherche de la liberté. Tu l'as eue. Mais tu ne peux pas rentrer au filet de sécurité que tu as incendié. Michael, non. Je l'ai interrompu en plein milieu de sa phrase. Ce n'est pas une conversation. C'est une clôture. Tu confonds la fin avec le milieu. Elle est restée là, tremblante, à moitié de rage, à moitié de quelque chose qu'elle n'admettrait jamais. La peur. Pas la peur de moi. La peur des conséquences. J'ai fait un signe de tête à la serveuse, j'ai laissé un billet de 20 sur la table. Gardez la monnaie. Et puis je suis sorti. L'est laissé là, dans un café rempli d'étrangers, agrippé au reste d'un scénario qui ne fonctionnait plus. Le rideau était déjà tombé, mais elle n'avait pas réalisé que le théâtre avait été vendu. C'est arrivé une semaine après le café, tranquillement, proprement, sans fanfare, comme le font les vrais fins. Karen avait squatté des canapés, d'abord chez Becky, puis dans une chambre d'hôtel qu'elle jurait être temporaire dans un statut Facebook qui a reçu plus de j'aime que d'empathie. Son bronzage s'était estompé. Sa confiance a suivi. Les cernes sous ses yeux étaient plus sombres que ces sacs de créateurs qu'elle aimait exhiber. Puis, tôt le jeudi matin, sa voiture a disparu du parking de l'hôtel, pas volée, saisie. Elle a appelé la banque frénétiquement, pour découvrir que son nom avait été retiré du calendrier des paiements des semaines auparavant. La voiture était louée à nos deux noms, mais le déclencheur final était sa propre signature, celle qu'elle avait utilisée pour rediriger nos fonds communs afin de réserver une suite en bord de mer avec Steve. Elle est restée là à crier dans le vide pendant que le chauffeur de la dépanneuse haussait les épaules et s'éloignait. 1 heure plus tard, elle a reçu l'appel. Le bureau du shérif. Elle avait une chance de récupérer le reste de ses affaires à la maison. 10 minutes sous surveillance. Tout ce qui serait laissé derrière serait considéré comme perdu. Elle n'avait même pas de moyen de transport. Dana a refusé de lui parler directement, mais a clairement fait savoir par l'intermédiaire de son avocat que la rentrée ne serait autorisée que sous escorte légale et une seule fois. Elle s'est donc présentée sur la banquette arrière de la voiture d'un vieil ami, les cheveux défaits, les yeux injectés de sang, vêtue de la même tenue qu'elle portait dans 2 vidéos d'excuses distinctes sur Instagram qu'elle a rapidement supprimées. Un adjoint du comté attendait sur le trottoir, regardant sa montre. « Vous avez 10 minutes, madame, a-t-il dit. Vous serez surveillée. Rien ne sortira à moins d'être déjà emballé. » Elle a essayé de discuter. « Emballé par qui ? » À la demande du propriétaire, a-t-il dit. Et puis elle l'a vu. Dana se tenant dans l'embrasure de la porte, calme, vêtue d'un jean et d'une chemise en lin, un presse-papier à la main. Et à côté d'elle, un homme d'une 40aine d'années, un sourire amical, la main posée légèrement sur le bas du dos de Dana. Le nouveau locataire, son remplaçant, pas seulement dans la maison. Dans l'histoire. La gorge de Karen s'est serrée. Qu'est-ce que c'est que ça? Dana n'a pas bronché. Voilà à quoi ressemble le fait d'aller de l'avant. À l'intérieur, tout avait disparu. Du moins tout ce qui lui avait appartenu autrefois. Les meubles donnés, les photos stockées, ses œuvres d'art emballées dans des bacs étiquetés dans le garage. Elle n'était même pas autorisée à les toucher, juste à montrer du doigt et à demander la livraison.
Chaque pièce dans laquelle elle entrait résonnait comme un reproche. Elle est sortie 10 minutes plus tard, les mains vides, silencieuse, escortée par l'adjoint comme une invitée qui a trop prolongé son séjour à une fête à laquelle elle n'avait pas été invitée au départ. Et puis il le lui a remis. Une simple enveloppe blanche. Aucun nom à l'extérieur, juste un sceau légal. À l'intérieur, une demande de divorce finalisée, prenant effet immédiatement. Confirmation de la vente de la propriété. Clôture de tous les comptes communs. Une liste des articles entreposés et une date limite de récupération de 30 jours. Et une simple note manuscrite sur du papier cartonné bleu marine. Karen, tu as choisi tes vacances. J'ai choisi ma tranquillité. Aucun de nous ne reviendra en arrière. Michael. Elle est restée là, sur le trottoir, pendant que l'adjoint retournait à sa voiture de patrouille et que la porte d'entrée se refermait pour la dernière fois. Pas avec un claquement, mais avec un clic. Précis. Permanent. Les voisins ont regardé par les fenêtres. L'un a fait un signe de la main poliment. Un autre a fermé ses stores. Karen a serré l'enveloppe comme si elle pouvait aurait être réécrite. Comme s'il existait une version avec laquelle la musique jouait et où la porte s'ouvrait et où quelqu'un, n'importe qui, lui demandait ce qu'elle voulait. Mais cette version, elle n'a jamais existé. Elle avait passé des années à écrire le scénario, et Michael a simplement changé la fin.